Face à face un peu spécial puisqu'il est réalisé ici en direct de Washington. Nous recevons aujourd'hui, alors que se sont tenues la semaine dernière les assemblées annuelles FMI Banque mondiale, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Monsieur Teddy Luamba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ici de répondre à notre invitation. Alors avec vous, on va parler de cette assemblée annuelle, mais on va aussi, pour nos auditeurs et téléspectateurs, faire le bilan et écouter vos promesses pour la desserte en eau et en électricité. 100 jours se sont écoulés, on va pas revenir sur ce symbole de 100 jours pour faire le bilan, mais il est important pour nos auditeurs qui se plaignent particulièrement l'électricité, mais aussi beaucoup de l'eau, la distribution d'eau, de savoir à quel sein ils doivent se vouer désormais, puisqu'on nous a promis des efforts, on en a eu, on les a vécus pendant quelques semaines au mois de septembre pour l'électricité. Ça va mieux pour l'eau, mais 30% pour l'eau et 21% pour l'électricité, on peut dire qu'on est très loin du compte. Alors, on va commencer, M. Teddy Luamba, par parler de ces assemblées annuelles. Vous êtes ici, vous avez parlé Grand Inga, on a beaucoup parlé de ça, on en parle depuis très longtemps. Beaucoup de projets, la Banque mondiale a à un moment dit qu'elle soutenait, les Chinois ont dit qu'ils voulaient le faire. Aujourd'hui, on reparle de nouveau de la Banque mondiale. Est-ce qu'on doit penser que ce rêve, que cette utopie, un jour se réalisera ? Bien sûr, moi je suis très positif là-dessus. À l'Assemblée annuelle, il s'agissait déjà d'aborder deux questions. Premièrement, c'est sur le M300, qui est l'objectif de la Banque mondiale qui s'est assigné de pouvoir donner de l'électricité à 300 millions d'Africains. Et la RDC, qui est un grand pays au centre de l'Afrique, a le bénéfice de pouvoir en bénéficier pour 80 millions. Et de l'autre part, c'était effectivement Grand Inga qui rentre sur le débat avec la Banque mondiale, qui est prête à accompagner. Il fallait discuter sur les prémices de comment redémarrer et pouvoir lancer un roadmap qui va accompagner jusqu'à sa réalisation. Et que ce soit nos partenaires et nous-mêmes, nous sommes très positifs et alignés sur le fait que le projet va reprendre très bien. On reste toujours très positif, mais on n'a toujours aucun engagement qui, déjà, de quel Grand Inga il s'agira. On a parlé d'abord d'un gros projet de 4 gigawatts qui est passé à 7, à 11. On parle de 7 milliards à engager. On parle maintenant de beaucoup plus, jusqu'à 20 milliards. Les partenaires ne sont pas encore bien définis. C'est exactement quoi ce projet? De quoi avez-vous parlé? Sur quoi vous êtes-vous entendu? La première des choses, il fallait déjà contextualiser le Grand Inga dans une solution du M300. C'est-à-dire aujourd'hui, pour sortir les 300 millions d'Africains dans le noir et aussi les 80 millions de Congolais, il faut avoir une source d'énergie fiable. Et là, le Grand Inga s'est positionné comme une solution. Pourquoi? Parce que il y a d'abord l'objectif de la décarbonisation de la source d'énergie. En RDC, 94% de la population utilise le charbon de bois, qui, avec ce dioxyde qui est toxique pour nos populations. Mais le Grand Inga, ça serait une électricité propre qui permettra à pouvoir décarboniser. Et ce qui fait qu'on a ressurgi avec le Grand Inga comme une solution idoine. Et aussi une solution d'interconnexion. Parce qu'autour de la RDC aussi, c'est 100 millions d'habitants qui y vivent. Et il y a l'intégration régionale. Il faudra que les populations dans l'environnement de la RDC bénéficient aussi de l'électricité. Et tout ça, c'est le Grand Inga qui se positionne comme une solution d'une énergie verte. Mais aussi l'exploitation des minéraux verts. Parce que la RDC a la solution de l'énergie de demain et des minéraux de demain stratégiques. Et c'est toujours le Grand Inga qui se positionne parce que la production des minéraux verts ferait sens en exploitant une énergie totalement propre qui est celle qui viendra du Grand Inga. Alors, toutes ces conditions réunies autour de Grand Inga, ça ne laisse plus que la possibilité de pouvoir démarrer ce projet. Et tout ce que l'on a fait ici, c'était effectivement d'analyser et de présenter tout le potentiel que nous avons sur le Grand Inga et se poser la question si le gouvernement congolais est prêt à la réforme pour pouvoir accueillir ce Grand Inga en intégrant le secteur privé dans l'activité, parce que développer un réseau tout autour de la RDC, c'est aussi la contribution du secteur public, mais aussi des privés. Donc il fallait se poser toutes ces questions et puis maintenant faire un roadmap pour réaliser. Mais ici, à Washington, vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé des réformes, vous êtes posé la question de ce qu'il y a lieu de faire pour que ça se réalise, ou vous êtes déjà à l'étape suivante de qui va le faire, qu'est-ce qu'on va faire, combien ça va nous coûter?
On a d'abord tout à fait présenté les 5 piliers qui permettent à ce qu'on arrive à mieux réaliser ce projet. D'abord, c'était d'identifier le potentiel, d'analyser les infrastructures qui viendront. Parce qu'il ne suffit pas de construire le Grand Inga, mais il faut développer les infrastructures de transport et de distribution. Le consommateur final, il fallait l'identifier. Deuxièmement, les conditions d'intégration régionale. Il fallait analyser quelles sont les nouvelles routes d'interconnexion. Nous avons une ligne historique qui va de l'ouest vers le sud, mais ici, on a intégré la ligne qui partira de l'ouest vers le nord-est en passant par Bunia. Et troisièmement, il fallait identifier quelle est la solution de décarbonisation qu'on apporte. C'est combien d'Africains et des Congolais qui auront la solution d'une cuisson propre par l'électricité, et aussi comment intégrer le secteur privé. Et cinquièmement, il fallait voir quel sera le rôle de la SNEL dans le Grand Inga de demain. Donc, ce sont les grandes questions qui ont été évoquées, questionnées, répondues. Vous avez répondu à toutes les questions. Tout à fait. Mais donc, on a une conclusion. Ceux qui doivent intervenir sont prêts, sont identifiés, sont rassurés? À ce stade, j'estime que oui, parce que les prochaines réunions vont tout simplement procéder à un schéma qui nous permettra de pouvoir commencer. Parce que les projets d'infrastructure électrique commencent par une étude de faisabilité, une analyse bancable. Je pense qu'avant d'y arriver, il fallait se mettre d'accord sur un schéma. Et nous avons donné les prémices, on aura des réunions qui vont arrêter cela et nous passerons à l'étape suivante. Une question que nous avons posée à la vice-présidente de la Banque mondiale, Madame Kwakwa, nous n'avons pas obtenu de réponse, peut-être qu'on l'aura de vous. Elle nous dit que vous êtes à l'initiative, mais elle ne nous dit pas quand, moyen, long terme, même approximativement, ce Grand Inga sera fonctionnel. Vous avez une idée, vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'à l'horizon 2030, 2035, 2040, ce Grand Inga devrait être une réalité? Je pense que donner à ce stade une date fixe serait peut-être trop risqué. Mais ce que je dirais plutôt, c'est que le M300, qui reste une solution qui va intégrer le Grand Inga, fait en sorte que d'ici janvier 2025, nous allons procéder à une ratification sur les clauses du M300. Et à partir de la ratification par les chefs de l'État sur la solution du M300, nous allons intégrer la solution de Inga là-dedans et nous allons procéder maintenant à un calendrier définitif qui va montrer ce qui va suivre. Donc, le M300, précision nous a été donnée, ou précision il faut donner, qui est une initiative du président de la Banque mondiale et du directeur général du FMI. 300 millions d'abonnés en plus à l'électricité, mais on ne parle pas que de la RDC et il ne s'agit pas de 82 millions à l'horizon 2030. Penser que 80 millions d'abonnés supplémentaires seront connectés à l'électricité, c'est juste pas concevable. Non, à ce stade, le target complet pour la RDC, c'est 82 millions, mais il y a des échelonnements. Donc, nous n'allons pas y arriver tout de suite. Pour nous, d'ici 2030, nous voulons déjà tripler ce que nous avons aujourd'hui comme disponible en termes d'interconnexion et consorts, mais ça reste notre objectif. C'est-à-dire que vu que la Banque mondiale, avec l'initiative de ses animateurs, est de pouvoir atteindre cet objectif, nous avons tout fait d'abord pour nous aligner, de présenter un travail dans les délais. C'est quelque chose qu'il faut signaler parce que la RDC a eu le meilleur compact, qui a été pratiquement complet avec tous les éléments d'information. Et ça permet de positionner la RDC effectivement comme une solution pour que ça puisse être effectivement bien matérialisé. Donc nous gardons le cap de 82 millions, mais nous allons de manière échelonnée. Parlons maintenant de votre ministère. Vous venez d'arriver, j'ai dit un peu plus de 100 jours, ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Alors on va commencer par ce qui marche le mieux. Oui. Encore que ce ne soit pas l'idéal. Taux de dessert de 30%, c'est en deçà de tout, diront certains. En Afrique, peu ont un si faible taux de desserte, mais on dira que la Régie des eaux marche mieux. Cependant, cette Régie des eaux, elle vous interpelle à longueur de journée. Vous ne payez pas l'État les factures. Alors, qu'est-ce que vous dites à cette Régie des eaux qui essaye de se battre, qui tourne mieux que la SNEL, c'est clair, mais qui est buté au fait que son principal client, vous, ne payez pas?
Bon, je pense que je devrais peut-être corriger une chose. On ne dira pas qu'elle tourne mieux que l'autre, mais c'est plutôt que c'est deux produits différents. Les contextes sont assez différents, mais n'empêche qu'il y a un bon travail qui se fait. Alors, ce que je dois dire déjà pour contextualiser mon ministère, c'est que nous avons 4 objectifs dans les assignations du gouvernement. Premièrement, on nous demande de pouvoir assainir le cadre légal et normatif, la fiabilisation de la desserte en eau et en électricité, l'apport des investissements en eau et en électricité, et puis la revitalisation de la croissance économique en partant par les secteurs de l'eau et de l'électricité. Alors, la Régie des eaux aujourd'hui, qui se positionne bien sûr avec, sur le point de vue global en termes de desserte en eau, nous sommes à 36% tout autour, mais il y a des efforts à pouvoir fournir. C'est vrai que l'État client pose parfois des lacunes, nous travaillons là-dessus pour qu'il y ait des améliorations. Je pense que nous allons procéder très rapidement à des échanges avec les ministères concernés, budget, finances, aussi portefeuille, pour que nous puissions trouver des solutions idoines sur la question de la consommation de l'État. Mais le management de la Régie des eaux se plaint depuis longtemps. Vous promettez commencer une discussion qui a déjà commencé depuis longtemps et qui est avec un problème qui est bien connu. Je pense que déjà, un premier effort que l'on a fait depuis que l'on est là, c'est d'abord de doter un tarif de l'eau qui a été réaménagé depuis bientôt 3 semaines, et la Régie des eaux aura un tarif qui lui sera adapté sous peu. Ça veut dire que déjà ça c'est une grande solution, c'est une très grande avancée qui ne s'est pas fait jusqu'ici. Et aussi nous estimons qu'avec ce nouveau tarif, la Régie des eaux aura suffisamment de marge pour pouvoir réagir ou répondre favorablement à sa politique. Donc je pense que ça c'est un élément fondamental et c'est de la volonté politique, parce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à ce que le secteur de l'eau et de l'électricité puisse revitaliser la croissance économique de la RDC. Et nous avons fait tout ce qu'il fallait pour que dans un délai de 100 jours tout au plus, que nous ayons un nouveau tarif pour la Régie des eaux. Je pense que c'est une grande réponse. On va revenir à la facture de l'État impayée, là, parce que vous ne nous avez pas répondu. Alors, vous avez révisé à la hausse. La Régie des eaux nous parlait récemment d'un coût de production de 1,15 contre un coût à la vente de 0,80. Le manque à gagner est certain. Révision à la hausse. À quelle hauteur pour le mètre cube? En tout cas, nous sommes allés largement au-dessus. Je pense qu'il y a une marge d'au moins 20% à dégager avec le nouveau tarif. Plus que, donc, le prix de l'eau va augmenter de 20%? Non, c'est que je dois préciser. Ce n'est pas une augmentation dans ce sens-là. Ça veut dire que nous allons y aller progressivement. Mais d'abord, sous le principe, le tarif a été réajusté. Selon qu'il devait reprendre en compte certains éléments de la parafiscalité ainsi que de la fiscalité, mais aussi un étalement sur la politique de la Régie des eaux de pouvoir élargir ses abonnés, parce que vous savez que nous lançons le 2e module de l'usine Ozone, et ce qui permettra à ce que la Régie des eaux puisse avoir plus de produits à livrer, mais à un tarif assez concurrentiel. Plus de produits à livrer en tournant avec des coûts de production qui sont inférieurs aux coûts de vente, toujours. Nous avons réajusté. Donc, dès que nous allons publier, je pense que nous donnons la primeur à la publication au journal officiel, et nous aurons une édition spéciale par rapport à ça, et on va vous parler l'étalement tarifaire de ce qui sera... Inférieur ou supérieur au coût de production de la Régie des eaux? En tout cas, tous les éléments seront pris en compte, et comme j'ai dit, on aura un coût assez supérieur qui intégrera toutes les charges de la Régie des eaux. Qu'est-ce qui va changer? La fiscalité va baisser, et avec elle va faire baisser le coût de production, ou vous allez augmenter la facture aux abonnés? Je pense que nous sommes en train de faire un travail de fond avec les finances. Vous savez que le tarif prend toujours partie avec le ministère de l'économie. Nous sommes au dernier réglage. Et tous ces éléments sont pris en compte. Donc, dès mon retour à Kinshasa, nous aurons une réunion par rapport à ça. Et on va vous donner tous les éléments tarifaires et ce qui sera amélioré, tant sur les barèmes fiscales que sur la marge bénéficiaire de la Régie des eaux. En prenant conscience que le président, vous l'avez cité, a parlé de l'augmentation du pouvoir d'achat, que le pouvoir d'achat du consommateur ne sera pas entamé par cette hausse du prix.
Bien sûr, vous savez que les politiques publiques aussi, c'est gérer tout. Nous prenons en compte l'aspect social et nous voulons avoir un produit de qualité pour nos populations et à des tarifs abordables. On reviendra à la facture impayée, parce qu'on doit passer à autre chose, vous n'avez toujours pas répondu. La mission de la Régie des eaux, c'est de fournir de l'eau, mais dans un marché qui a été libéralisé, sa mission n'est pas de desservir tout le pays. Alors, comment le ministre des Ressources hydrauliques espère pouvoir faire en sorte que le Congolais, où qu'il soit, la desserte n'est que de 36%, vous l'avez dit, pourra bénéficier de l'eau potable au robinet par la Régie des eaux, par le secteur privé, qui tarde à venir, il faut le dire. Déjà, nous allons procéder par des politiques d'incitation pour la production de l'eau. Nous avons fait une identification nationale et nous avons pratiquement 126 points de captage. Nous avons l'avantage d'avoir pratiquement 80% de eau douce en surface. Et d'ici 2 mois, nous allons lancer l'autorité des régulations des eaux potables pour permettre à ce que le secteur privé puisse trouver un cadre réglementaire et légal qui permettent à ce qu'il y ait une bonne émergence de l'investissement dans le secteur de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que le privé investisse? C'est le faible coût des factures? C'est on va dire le coût social à la vente, ou il y a d'autres raisons? Parce qu'on voit bien, à Kinshasa notamment, là où la Régie des eaux est absente, l'eau ne coûte pas 0,80 $ le mètre cube, il coûte 3, 4, 5 fois, 10 fois plus cher même. Qu'est-ce qui fait que, en termes d'industrialisation de la distribution d'eau, depuis cette libéralisation du marché, peu mordre à l'hameçon? Je pense qu'il faudra plus de la vulgarisation de ces dispositions de loi. On a tellement eu de l'avance avec le secteur de l'électricité, la loi sur l'électricité, mais on a très peu vu ou fait de la vulgarisation pour la loi sur l'eau et les avantages que ça donne. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous adonner à cet exercice. On a fait un déplacement avec le chef de l'État en Hongrie, où on a vu des partenaires étrangers qui sont totalement intéressés par le secteur de l'eau. Il y a beaucoup de nos pays voisins qui sont en besoin d'eau, qui présentent ce besoin-là, mais aussi on commence à voir des partenaires à l'intérieur. Nous avions été en Chine où nous avons substantiellement parlé du secteur de l'eau et de l'avantage que cela peut porter. Et l'investissement en termes de privé et le tarif, ce n'est pas un tarif plat pour tout le monde. Ça veut dire qu'il tient en compte du volume d'investissement, il est étudié et identifié au cas par cas. Donc, ça laisse la marge de manœuvre au secteur privé de pouvoir se développer, mais il faudra que nous fassions beaucoup plus de promotion, de vulgarisation là-dessus et mettre aussi à contribution l'ANAPI avec les avantages que le code d'investissement peut donner. Parce que c'est un secteur dont on n'a pas tellement fait la promotion dans le pays et dont nous formulons ce devoir-là. Je voudrais terminer le volet Régie des eaux par le volet facture. Oui. Discussion va démarrer, vous l'avez dit, ou devrait démarrer, ou vous voudriez l'initier, mais est-ce que vous comprenez cette Régie des eaux moribonde, avec ses difficultés? On a vu le DG Mutombo plusieurs fois se plaindre. Est-ce que vous arrivez à vous expliquer que le gouvernement ne paye pas les factures alors qu'il est le principal usager et qu'il attend de ces entreprises des résultats? Je pense qu'il y a des efforts à faire et c'est pour cela qu'on a la réforme. Et l'une des assignations que notre ministère a au sein du programme d'action du gouvernement, c'est l'assainissement du cadre normatif, réglementaire et légal. Et cela, ça passe par tout ça. C'est-à-dire que nous, nous inscrivons sur le fait qu'on doit faire front commun, on doit se mettre autour d'une table avec les autres ministères concernés, tels que je l'ai mentionné, le finance, le budget, le portefeuille, et nous-mêmes, pour que nous puissions réfléchir sur cette question. Et je pense et être certain aujourd'hui que la volonté même du gouvernement, c'est de voir ces entreprises fonctionner normalement. Et nous sommes prêts à encourager ces réformes-là et les conduire. Et nous estimons que c'est à l'issue de ça que nous aurons des solutions idoines par rapport à ça. Ça, c'est pour l'eau. Parlons de l'électricité maintenant. Alors là, on parlait tout à l'heure de 36%. La desserte pour l'électricité, c'est 21%. 21%. Vous êtes ministre depuis 3-4 mois. Oui.
Avant, vous étiez le directeur général adjoint de la Société nationale d'électricité, la SNEL. C'est donc une société que vous connaissez bien. Avant de développer votre politique, moi, je voudrais que vous nous expliquiez, que nous comprenions une bonne fois pour toutes. Parce que depuis quelques années, la SNEL ne communique plus. Pourquoi y a-t-il un tel problème dans la distribution d'électricité en RDC? Alors, le problème de la distribution, d'abord, c'est un problème arithmétique simple. Nous produisons peu et nous avons une forte demande. Déjà, le problème, il est situé à ce niveau-là. Aujourd'hui, la production totale de la capacité installée, le parc installé en RDC est autour de 2800 MW. La demande, aujourd'hui, s'élève autour des 4500, celle qui est au moins identifiée par des clients qui ont un raccordement officiel et une souscription par rapport à la demande énergétique. Et ce gap-là fait qu'il faudra mettre en place une politique structurelle qui aurait été conjoncturelle, parce que c'est la politique du rationnement d'électricité qu'on appelle le délestage. Déjà, c'est un premier problème. Ça, c'est un premier problème. Et puis, nous sommes en déphasage de technologie. Il fallait avoir un outil qui pourrait nous permettre à pouvoir contrôler la desserte, un outil digital, mais malheureusement, à ce jour, le secteur de l'électricité en RDC n'a pas encore atteint un niveau de digitalisation assez avancé pour contrôler même la distribution du peu que nous avons. Et pourquoi pas? Alors que la Régie des eaux, elle, fait des efforts, pourquoi la SNEL non? La SNEL est en train de le faire. Comme nous sommes en train de dire, la SNEL, c'est déjà la complexité du réseau. Nous avons deux grands pôles. Nous avons le pôle de production intense, qui est au niveau de Inga, la zone ouest, et un pôle de consommation intense dans le sud, relié par une ligne à courant continu de plus de 1700 km. Déjà, les contextes de la clientèle, 1 300 000 abonnés, assez éparpillés. Il faudra procéder par une digitalisation par palier. Il y a des efforts qui sont faits en termes de digitalisation, mais c'est vrai que nous devons encore accélérer la vitesse pour que ça soit fait rapidement. Et depuis que nous sommes là, je pense que lors d'un conseil de ministres, nous avons initié la pose des analyseurs sur le réseau. Ces analyseurs aideront à quoi? Ça veut dire à quantifier l'énergie produite, transportée, distribuée, livrée. Donc ça sera un premier pas et nous sommes en train de travailler là-dessus. Je pense que je reviendrai sûrement d'ici un mois pour qu'ensemble on vous informe que l'on a posé les premiers analyseurs et qu'on aura les premières informations digitales sur la transmission de l'énergie. 2800 MW de production pour une demande de 4500 MW, oui. C'est-à-dire qu'on privilégie ceux qui payent à ceux qui ne payent pas? Non, je ne dirais pas ça. Ça veut dire qu'il y a une répartition. Déjà, la consommation, la HT, la moyenne tension, ont de gros volumes de consommation. Mais il y a un tel rationnement que la politique de délestage affecte tout le monde, tous les clients à tous les niveaux. De la haute à la basse tension, il y a toujours 2 heures d'arrêt et 2 heures de reprise. Ça veut dire que cette politique s'applique à tout le monde et elle est devenue structurelle. Alors, puisqu'on a établi le constat, oui. Qu'est-ce qu'on fait pour augmenter cette production? On a parlé tout à l'heure du Grand Inga, oui. Peut-être un jour. Dans l'immédiat, quelle politique pour plus de production? Dans l'immédiat, c'est le recours à l'énergie renouvelable décentralisée. Solaire. Photovoltaïque d'une part, mais aussi hydroélectrique. Parce que nous avons eu de construction de centrales de taille moyenne. Par exemple, Zongo 2, au Boussanga, ce sont des centrales qu'on a eu à construire d'ici, dans une durée de 36 mois, 3 ans. Et je pense que c'est assez réalisable. Et nous avons fait des efforts, je pense, lors de l'avant-dernier conseil de ministres, nous avons fait une proposition pour 9 sites à développer pour des centrales à taille moyenne qui devraient se passer en entente directe. Pourquoi on a fait cette proposition? C'est parce que la loi même d'électricité qui nécessite d'être révisée pose de problèmes en termes de célérité en octroi des titres. Parce que l'État qui manque des moyens, par moment, demande aux tiers de pouvoir investir dans les études de faisabilité qui coûtent très cher. Alors, une fois que ces tiers investissent dans ces études et qu'ils reviennent pour avoir des titres, ça conduit à aller des appels à manifestation d'intérêt. Chose que le tiers peut prendre comme
un dol pour se dire que j'ai investi de mon argent et puis on me demande d'aller en concurrence avec des informations dont je peux perdre. Alors cette façon a bloqué pendant beaucoup d'années l'avancement. Et la deuxième chose, c'est que quand bien même on peut entrer en concurrence, il y a des risques que l'on perde. Et si on perdait, vu que l'octroi des titres d'électricité suivent la loi sur les marchés publics, les partis en concurrence ont le droit de pouvoir suspendre. Le caractère suspensif d'une procédure de marché public applicable au secteur des titres d'électricité bloque aussi l'avancement. Ça veut dire... je comprends bien, mais ça c'est pour les nouvelles centrales. Mais les centrales existantes déjà. Oui. On a parlé de Inga qui produit le tiers de ce qu'elle devrait produire. Tout à fait. On a parlé de Kakubola qui est terminé mais qui ne trouve pas de clients. Oui. On a parlé de Katende dont on parle depuis longtemps, mais qui pendant encore longtemps risque de ne pas exister. L'existant. Sur l'existant, il y a des efforts considérables qui sont faits parce qu'aujourd'hui, il y a deux autres groupes à Inga qui seront très bientôt avec le groupe Senec. Les travaux sûrement vont commencer et on va répondre encore 178 MW deux fois. Il y a le G25. 350 MW. Pratiquement. Il y a le G25 avec l'apport de fonds de Ivanhoe qui avance très vite. Je pense qu'il y aura 193 MW parce qu'il y a eu même une optimisation. 545 MW. Ça veut dire qu'il y a l'énergie dormante sur laquelle on est en train de travailler. On est en train de faire on est en échange pour que Zongo 1, qui a pratiquement 44 MW à remettre sur le secteur, puisse revenir et supporter la zone spéciale économique. 820 MW. Je fais calcul, hein, voilà, on va arriver à 4000 MW. Hein. Effectivement, mais on ne va pas y arriver tout de suite, mais plutôt on va aussi appeler à concurrence le secteur privé, mais aussi dans nos échanges ici à Washington, nous avons eu des solutions aussi rapides avec un groupe franco-norvégien, Release, qui propose une solution de leasing. Ça sera bénéfique pour nous parce que l'investissement initial ne viendra pas totalement de la RDC, mais ils vont nous prêter leur matériel et ça permettra de pouvoir couvrir le gap. Et nous allons aller par de pâtés de 300 MW, 3 fois, ça fera 900 MW. Dans l'entretemps, nous devrions avoir l'obligation de construire des centrales de taille moyenne hydro et nos propres centrales photovoltaïques pour répondre à ce besoin-là. Les 900 MW arrivent dans combien de temps ? Si tout va bien, vu que nous avions eu la réunion très avancée ici, on l'avait eu aussi à Kinshasa, nous rentrerons pour pouvoir nous accorder sur le terme des références. Vu que c'est contractuel, il ne s'agit pas de concession à signer là-dessus, c'est contractuel, le déploiement de Release se fait en 90 jours. Ils l'ont fait au Cameroun et on a vu ce qu'ils ont donné comme résultat et nous espérons que ça peut vraiment booster le secteur de l'électricité. Le plus avantageux, c'est lequel ? C'est de dire que le secteur de l'électricité est porteur de l'économie nationale. Il a un rôle macroéconomique important parce qu'à chaque fois que l'on injecte 300 MW sur le secteur industriel, ça génère 8 milliards de dollars sur le PIB. C'est-à-dire que si nous venons avec les 3 fois 900, vous voyez l'incidence. Or, l'effet que ça aura du point de vue économique va encore donner de l'avantage soit au secteur privé à pouvoir investir à leur tour. C'est-à-dire que nous avons besoin de créer une excitation. Et c'est ça le rôle que l'on a donné à notre ministère, de revitaliser la croissance économique en passant par le secteur de l'électricité. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Notre question de base, c'est à quand l'électricité partout de manière stable ? Il nous manque, nous avons un gap de 1200 MW. À vous écouter, ce gap sera comblé bientôt. Alors, est-ce que on peut, ou vous pouvez, le ministre de l'électricité aujourd'hui peut prendre un engagement avec les abonnés de l'Astel et des autres, parce qu'il n'y a pas que l'Astel, hein, c'est un marché aussi libéralisé, peut prendre un engagement qu'à l'horizon 2025, 2026, il n'y aura plus de coupure de courant, il n'y aura plus de... Il y aura des avancées considérables, parce que l'électricité, ce n'est pas que les grandes villes. Ici, quand nous parlons de solutions, nous parlons aussi de solutions dans l'arrière-pays, à l'intérieur. Vous avez évoqué le cas de Kakubola ici, que j'ai pris l'initiative de lancer, de le tester, mais dont nous avons un souci de raccordement, mais qui peut être très vite résolu parce qu'il a été démontré partout que l'électricité dévance le développement.
c'est l'outil d'incitation au développement. Aujourd'hui, pour 7000 abonnés au niveau de Kikwit, Ngungu et Diofa, nous avons lancé la centrale, mais on est autour de 400 kW de besoin. Mais je suis très convaincu que ça va s'améliorer parce que nous allons organiser un forum d'industrialisation. La centrale de Kakobola produit combien? 10,5 MW, donc 10 500 kW. Et ne vend que 400? Aujourd'hui, nous n'avons que 400. De tout le raccordement que 4% de sa production. Donc, voilà. Quand on a construit cette centrale, on ne s'est pas posé la question de savoir à qui on allait vendre ce courant? Bien sûr, c'est à la population qui est là, mais il faut changer. Il y a une mutation culturelle. C'est une population qui vivait sans télévision, sans lampe. Il y a une mutation qui doit se faire. Il y a une transformation de vie qui va se faire. Il faut accorder un temps, mais il faudra que nous descendions sur place, que nous sensibilisions la population à pouvoir investir, enfin, à pouvoir acquérir du matériel de consommation. Mais aussi, nous allons faire un forum d'industrialisation où nous allons appeler l'industrie légère, la panification, la petite transformation, à pouvoir aller dans cette zone qui aujourd'hui a de l'électricité pour développer la sous-région. Donc la construction de Kakobola ne répondait pas à un besoin. Et Katende? Katende, c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt, je peux avoir la certitude de le dire parce que déjà dès l'entame de la semaine prochaine, nous avons prévu un dossier pour analyse à la commission ECOFIR sur sa relance. Qu'est-ce qui est pour bientôt? La relance, les débuts des travaux, la première pierre a été déposée par le président Kabila. Les travaux ont été exécutés jusqu'ici à 45%. Il s'agit de relancer les travaux pour que nous puissions achever. Alors, nous avons proposé une solution phasée. La première solution, ça sera de lancer 16 MW, ça veut dire un groupe sur Katende, construire une ligne de 67 km de Katende jusqu'à Kananga et reprendre 18 000 abonnés dans sa première phase, en 18 mois. C'est pour intégrer d'abord dans un délai assez considérable. Ça, c'est pour Kananga seulement? Ça, c'est pour Kananga. Et puis, deuxièmement, dans l'entretemps, nous allons passer après 18 mois à la deuxième phase. Là, nous allons injecter 32 MW, c'est-à-dire deux groupes de 16. Nous allons partir pour une ligne de 170 km. Nous allons partir de Katende, Bukonda, Chimbulu, Mbujimai. Et là, nous allons reprendre pratiquement 24 000 abonnés sur les prochains 18 mois. Et l'idée ici, c'est de pouvoir convaincre le bailleur de fonds, mais aussi avec la participation du secteur public, que l'on puisse partir de Mbujimai vers le sud, ça veut dire vers le Katanga, avec une nouvelle ligne. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'anticiper la question de la demande. Ça sera 64 MW en bout de course, mais il faut qu'il y ait un consommateur sûr. Et je pense que ça sera un pari réussi si nous pouvons rajouter ce module de la ligne qui partira de Mbujimai vers Kolwezi, parce qu'on aura interconnecté deux provinces et on aura la sécurité énergétique dans les deux sens. C'est-à-dire le besoin en consommation qui est autour de Kolwezi, on peut prendre le surplus sur Katende et en cas de non-distribution d'électricité sur la zone Katende, on aura une sécurité N-1 qui viendra du Katanga vers le Kasaï. La précision à donner, Kananga, c'est pour quand? Et est-ce que vous êtes sûr que ces 16 MW trouveront preneur? Oui. Certain que ces 16 MW trouveront preneur? Je suis certain parce qu'à Kananga, déjà, il y a une certaine modernisation, une culture de la consommation du produit électricité. Et une fois que nous avons 16 MW pour 18 000 abonnés, je pense que ma quantification est déjà quasi bonne. C'est-à-dire que j'ai estimé directement qu'il y aurait une consommation directe avec le nombre d'abonnés que je ramène et les 16 MW qui viendront. On peut promettre Kananga pour quand? Je pense que tout part de la validation du dossier en Conseil de ministres. C'est-à-dire que si le scope est validé, tel que je l'ai présenté ici, nous avons déjà la partie indienne qui avait relancé son financement depuis novembre 2023. C'est-à-dire si nous nous alignons sur le nouveau scope, il ne sera plus que de pouvoir démarrer. Donc moi-même, je ferai mon déplacement pour Kananga, Katende, pour me rassurer des évaluations techniques. Ma question était en termes de délai. Allez, vous rentrez à Kin là bientôt, aujourd'hui, demain. Vendredi prochain, au Conseil des ministres, vous présentez le lundi en conseil en interministériel. Au bout de combien de temps Kananga reçoit le courant de Katende? Comme je l'ai dit, de lancement de travaux, il faut compter 18 mois. 18 mois. Oui. Combien de temps après Mbujimai? Il faut compter encore 18 mois.
Donc, pas de courant en Mbuji-Mayi stable avant 3 ans. Non, on ne dira pas ça parce qu'à Mbuji-Mayi, aujourd'hui, nous avons Toudi-Toubidi qui débite 3 MW. Avec la ligne Toudi-Toubidi, Bipemba, Mbuji-Mayi, nous avons 3 MW qui arrivent. Qui marche très très mal, je peux vous le dire, puisque nous sommes Top Congo FM en permanence à Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi a un gros problème d'électricité avec la société, la compagnie privée de la minière de Bakwanga qui a un matériel vétuste qui n'arrive pas, qui était elle plus stable que la SNEL, mais qui n'arrive plus à faire face. Alors, la centrale de Toudi-Toubidi n'est pas dans la zone MIBA. Je parle d'une autre centrale, des Sassim, qui débite 3 MW. Oui, je parlais bien de celle-là, oui. Je parlais des deux centrales. Il y a, il y a un sérieux problème d'électricité à Mbuji-Mayi. Alors, Katende remis en place, 18 mois Kananga, 18 mois supplémentaires ou concomitamment, Mbuji-Mayi peut être relayé avant 36 mois. Pratiquement, oui, parce que dans les 18 mois qui viennent, ce sont les 18 mois des travaux de génie civil, mais aussi l'acheminement. Tout dépend de l'acheminement de la partie thermomécanique, électromécanique. Donc, tout ce qu'on nous apporte comme machine, ça nous prend ce délai de 18 mois. Mais en entre-temps, il y a des travaux qui se font. Par exemple, la ligne, elle n'attendra pas à ce que l'on puisse nous livrer les groupes pour qu'elle puisse être amorcée. Donc, elle se fait en entre-temps qu'on est en train de nous fournir les équipements. Donc, parce que ce sont des gros équipements qui nécessitent des commandes et qui ont des délais de fourniture. Donc, l'électricité Mbuji-Mayi, horizon 2028 ? Non, parce que dans l'entre-temps, il y a d'autres solutions. Dans l'entre-temps, nous avons la solution Agré. Nous avons un financement de la Banque mondiale et il y a 52 MW photovoltaïques dans la zone Kassai, dont Mbuji-Mayi bénéficiera de 25 MW. Et le projet Agré a été lancé depuis juin en termes de lancement et l'effectivité, c'est au premier trimestre 2025. Et la production ou la construction photovoltaïque nous prend 12 mois. Donc ça veut dire que nous avons une solution photovoltaïque avec un financement sûr sur Mbuji-Mayi, sur Kananga également, mais aussi sur Cabinda la Lomami. C'est-à-dire que nous avons la solution décentralisée à court terme dans les 12 mois. On aura une solution photovoltaïque, mais seulement que la politique hydroélectrique, nous la prenons comme une solution de consistance sur la durée. Donc ça ira mieux bientôt pour Kinshasa, ça ira mieux pour le Bandundu, ça ira mieux pour le Grand Kassai, ça ira mieux pour le Katanga. Là, on ne parle que de la partie sud du pays. Je sais qu'il y a Zongo qui ne fonctionne pas bien dans l'or, Kisangani redémarre, mais c'est de faible capacité. Et le reste du pays, quelle promesse? Kisangani, je pense que dans l'urgence, nous avions acquis, le gouvernement congolais a acquis une centrale thermique en addition de 3 MW. Centrale thermique avec une difficulté d'approvisionnement en carburant. Hein, nous avons travaillé là-dessus avec mon collègue de finances et moi-même pour que nous ayons quand même un certain rationnement en termes de fourniture d'électricité. Il y a le groupe, il y a le G3, dont le BCECO, donc le ministère de Finances et nous-mêmes, nous travaillons là-dessus, que nous puissions avoir l'acquisition du groupe 3, c'est-à-dire 6,5 MW, pour relancer Kisangani. Il y a eu des travaux substantiels que l'on a fait avec des apports de fonds Frivao pour l'amélioration du réseau, mais aussi la politique énergétique du pays se focalise par une participation aussi du secteur privé que nous sommes en train d'encourager. Nous avons des initiatives publiques qui arrivent. Nous incitons aussi les privés à pouvoir prendre des initiatives dans ce secteur. Donc, nous avons l'encouragement aux producteurs indépendants, mais une planification nationale dans toutes les zones. Nous sommes en train de faire la promotion de Rwanyalukula, qui doit recevoir de financement avec la task force de la Chine. Nous étions en Chine. Il y a des financements chinois qui arrivent. Nous estimons que sur cette zone-là, si nous lançons les 700 MW sur Rwanyalukula, nous reprenons la Chopo, nous reprenons le Grand Nord du Kivu, ainsi que le Maniema. Donc nous avons une politique énergétique nationale qui s'étale sur des solutions de production. Comme on l'a dit, le problème est arithmétique à ce niveau parce que la production était faible que le niveau de consommation. À vous écouter, ça ira mieux bientôt. Les actions, nous les menons maintenant.
mais il faudra faire la part de choses. Le secteur de l'électricité comme de l'eau, c'est un secteur qui a besoin de la réforme, c'est une chose. Mais à part la réforme, elle a besoin de mobilisation d'investissement. C'est une deuxième chose que nous sommes en train de faire. Mais il y a une troisième chose, c'est l'exécution des travaux et puis avoir la solution. C'est-à-dire c'est toute une chaîne. C'est-à-dire quand on parle de solution, il faudra intégrer les différentes étapes pour arriver à une solution. Le plus dur, c'est de ne rien faire maintenant. Est-ce qu'on fait de la réforme? Oui, nous nous sommes engagés sur faire des réformes en termes de loi pour avoir une loi adaptée qui soit en phase avec le temps. Nous sommes en train de faire ce recours d'investissement. Et je pense qu'il nous reste que la phase d'exécution. 21% pour l'électricité, 36% pour l'eau. Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, serait content de laisser un ministère avec un taux de desserte à quel niveau? Je pense que la manière la plus réaliste aujourd'hui, c'est que si j'arrivais à faire le pari de pouvoir avoir un financement pour une usine de traitement d'eau de 330 000 mètres cubes dans la zone est de la ville de Kinshasa, ça serait une augmentation déjà de 40%. Avec les 126 points de captage identifiés, avec le financement que nous aurons de la taxe force de la Chine, si nous lançons les 126 points de captage pour 10 000 mètres cubes, nous serons déjà à plus de nous serons à 1 260 000 mètres cubes. Aujourd'hui, le besoin en eau potable, c'est des 3 300 000 mètres cubes d'eau par jour. Et nous sommes à 1 300 000. Et si j'arrivais, avec cette politique d'incitation, à ajouter les 1 600 000, vous allez voir que nous allons tout simplement doubler. Par rapport, par exemple, aux usines de traitement d'eau, il s'agit d'avoir le financement, de l'avoir. Ce sont des usines simples et qui sont facilement exploitables. Si nous lançons la solution énergétique d'abord avec Release, le 900 MW qui arrive, c'est par rapport à la situation actuelle, c'est ajouter 35%. C'est-à-dire que dans un délai, par rapport au programme d'action de ce gouvernement où je suis inscrit et dans la vision du chef de l'État, c'est-à-dire si nous nous lançons maintenant et nous avons ces solutions ici, nous aurons une augmentation de 22% en électricité et de 40%. Et je trouve que c'est très possible parce qu'aujourd'hui, pour avoir un financement pour l'usine de traitement d'eau de Kinshasa, nous sommes en cours et les discussions avancent. Et je pense qu'on a même fait la même proposition aussi avec AFC, c'est-à-dire que nous estimons que nous aurons de bons de 30% si tout est fait d'ici janvier 2025 en termes de démarrage de financement. Bon de 30% en termes de production, certes, mais aujourd'hui, oui. L'électricité IA, on se plaint de la qualité de l'électricité. Cette augmentation va permettre quoi? Ou va être en priorité déterminée ou attribuée à quoi? Oui. À une meilleure distribution ou à un accroissement de la monnaie pour faire des chiffres? Non, je pense qu'il y a une corrélation dans tout ça. C'est-à-dire qu'une fois que l'on aura cette énergie sur le secteur, moi, je vais prendre sur l'incidence macroéconomique. Je calcule toujours, comme je vous ai dit, le bond de 300 MW pour 8 milliards. C'est-à-dire que l'incidence inclut et l'industrie et les ménages parce que c'est la qualité de vie qui change. C'est-à-dire que si nous injectons les 900 MW, nous avons 8 fois 3, c'est 24. C'est-à-dire que c'est la qualité de vie de Congolais qui change. C'est la décarbonisation de l'énergie, c'est l'amélioration des vies de Congolais. Et si nous avons une bonne eau, c'est une réduction des maladies hydriques et les conditions sanitaires par une eau potable. Donc je pense que l'objectif ici, c'est l'amélioration de la vie de nos populations. On va terminer avec la SNEL. Alors vous étiez déjà, je le rappelle, renseignement prix. Les problèmes de la SNEL sont les suivants. Capacité financière faible, avec un endettement de 2 à 3 milliards de dollars exigible, qui empêche un nouvel endettement, alors qu'il y a déjà un taux d'endettement supérieur à 3 milliards. Un taux de recouvrement des factures en basse tension de 30 à 35%, le plus bas d'Afrique. Une perte technico-commerciale de 70% parce que le matériel est vétuste. On n'arrive pas à convertir les mégawatts en dollars. La production ne correspond pas ou les recettes ne correspondent pas à la production. On se rend bien compte que cette SNEL n'est peut-être pas à la hauteur de la tâche. On a entendu ici à la Banque mondiale, même s'ils ont démenti que pour une meilleure gestion de la SNEL et notamment
d'un futur partenariat dans le cadre du Grand Inga, il faudrait démanteler cette SNEL pour en faire une nouvelle mieux gérée. Quid de l'avenir de la SNEL? Est-ce que cette SNEL, telle que nous la vivons aujourd'hui, est à même de changer notre quotidien? Je pense que je reste très positif sur la SNEL et je donnerai pratiquement des clarifications sur les chiffres que vous avez avancés. C'est vrai, la SNEL, aujourd'hui, elle est endettée et elle a une nature de dette qui est divisée en trois. Il y a la dette avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux qui représentent pratiquement 70% de sa dette. Il y a pratiquement 30% de ces dettes des clients bailleurs, ce sont les miniers et tout. Et puis après, il y a des dettes avec les banques commerciales. C'est très facile aujourd'hui à le faire si, dans les discussions que nous avons avec la Banque mondiale, c'est de pouvoir d'abord restructurer la dette et la SNEL. La SNEL aujourd'hui, sur $100 à la SNEL, 60% c'est pour le service de la dette, 25% pour le salaire et 15% pratiquement, c'est pour la maintenance et l'investissement. Ajoutez à cela l'État qui ne paye pas sa facture. Alors, il faudra restructurer le fait que l'État client doit payer. Il faudra racheter l'essentiel de la dette pour avoir affaire qu'à une seule structure ou à une seule banque. Et à ce moment-là, on va étaler la dette sur plusieurs années et on va baisser le coût du service de la dette. C'est-à-dire, aujourd'hui, si sur le coût du service de la dette, on arrivait à capter 50%, c'est-à-dire sortir de $60 sur $100 à $30 par exemple, ça serait un levier d'investissement pour la SNEL. Ça, c'est un fait. Les pertes technico-commerciales aujourd'hui, c'est suite, et les 70%, c'est dans la basse tension, je dois le préciser, c'est clair là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, les miniers sont mieux nantis. Quand je parlais tout à l'heure de privilégier ceux de la moyenne tension ou de la haute tension. Non, là, je dois donner une explication claire. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a une perte de 70%? C'est parce que nous n'avons pas des éléments, des mesures. Il faut des compteurs. La SNEL, c'est 1 300 000 abonnés basse tension, dont seulement 130 000 aujourd'hui ont des compteurs. 10%. Tout le reste, c'est dans le forfaitaire. Et alors, si on est dans le forfait, qu'est-ce que l'on fait? C'est l'évaluation n'est pas correcte. Il faut déjà commencer par poser des compteurs sur l'ensemble de ses abonnés, avoir l'évaluation. Je vous avais dit en entame ici que l'on doit maîtriser l'énergie produite, transportée, distribuée, commercialisée. Là, déjà, ça sera un élément important. Donc, une fois que l'on aura trouver des solutions à ce problème-là, ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut repenser et aussi passer par la digitalisation complète. Un dispatching intelligent, une distribution rationalisée et connue à l'instant T. C'est-à-dire, tant que l'on aura apporté ces améliorations, on va maintenant se poser des bonnes questions. Donc, et aussi, il ne faudra pas oublier qu'il y a aussi des contraintes liées sur le fait qu'il y a des passifs. Par exemple, les passifs non assurables, que la SNEL a eu sa dette cristallisée en mutant de l'établissement public en société commerciale, qui aujourd'hui se retrouve en collision avec les traités internationaux comme l'OHADA. Aujourd'hui, il est demandé à ce qu'une créance non recouvrée en 5 ans puisse être dépréciée. Mais comment on le fait? C'est une société publique. Donc, alors qu'avec l'État, cette dépréciation peut se faire, la dévaluation de la monnaie a une incidence sur cette cristallisation. Donc, il y a des bonnes questions qu'il faudra résoudre avant de pouvoir dire que le mal, c'est la SNEL comme entreprise. Il y a des questions de fond, des préalables qu'il faut corriger, le ramener au niveau zéro, dans des conditions normales, et à ce moment-là, se poser les bonnes questions pour éviter de créer ce problème en 3, en 4. Donc, ne pas démanteler la SNEL peut faire face. Aujourd'hui, si nous résolvons ces problèmes-là, alors on pourra se poser des questions si la SNEL a des vrais problèmes. Mais si on ne les résout pas, ça veut dire qu'on n'aura qu'à multiplier ce problème en 3, en 4. Pourquoi on dit ça aussi? Parce que le marché est libéralisé. Oui. Il n'y a pas autant de coupures à Goma, à Lubumbashi, à Chikapa. Oui. Là-bas, ce n'est pas la SNEL. Beaucoup se détournent de cette SNEL moribonde pour le secteur privé. Oui. Est-ce que le secteur privé... c'est un peu le cas, pas qu'au Congo, n'est pas mieux à même de fournir un meilleur service que l'État?
Je reste encore étalé sur les leviers d'investissement, les états financiers et la restructuration de la dette. Pour donner de l'oxygène à la SNEL, il faut restructurer sa dette, il faut l'étaler sur une période assez longue et puis réduire les services de la dette. Et à ce moment-là, on aura suffisamment de fonds à lever pour investir. Il y a la compétence à la SNEL. Je dirais que c'est parmi les entreprises qui ont les meilleures compétences parce qu'elle investit fortement dans la formation de ses agents. Mais plutôt aujourd'hui, il faut penser à pouvoir rajeunir parce que plus de 55% de la SNEL, les agents ont au-delà de 55 ans. Donc il faudra repenser. Il y a 2 ans, sur 5700 agents, entre 25 et 35 ans, il y avait 110 agents. Donc il faut penser rajeunir fortement la SNEL et améliorer les compétences. Mais ça reste une des entreprises qui a investi dans les compétences humaines à très haut niveau. Avec un taux de recouvrement en basse tension le plus bas d'Afrique, de 30 à 35%, est-ce qu'on peut encore dire que c'est une société à même d'appliquer un bon management? Le recouvrement, il est basé sur des équipements et des instruments techniques. Mettons plus de compteurs, mettons de facilité de travail et puis après, interrogeons-nous sur la capacité du recouvrement. Donc moi, je reste sur le fait qu'on doit chercher beaucoup plus d'investissement pour avoir des éléments de mesure et des instruments de contrôle de l'énergie distribuée. En la SNEL, le ministre des Ressources hydrauliques et d'électricité croit fermement à son avenir et à des réformes que l'on doit appliquer pour son bien-être. Monsieur Teddy Luamba, je vous remercie de nous avoir donné de votre temps ici à Washington. On se retrouve, puisque vous nous avez donné beaucoup de rendez-vous au cours de cette émission, on se retrouve pour le prix du tarif Régie des eaux à Kinshasa. Pour le tarif Régie des eaux et pour toutes ces évolutions SNEL et Régie des eaux dans la distribution de l'eau et de l'électricité. On rappelle que nous sommes à 36% pour l'eau et à seulement 21%. Et d'être témoin aussi à la ratification en Tanzanie sur le M300. Nous vous accompagnerons partout puisque c'est clairement établi que c'est dans le bien des Congolais, beaucoup, trop. Près de 80 millions sont aujourd'hui dans l'obscurité parce que la SNEL ou parce que le courant n'est pas arrivé là où ils sont. Monsieur Teddy Luamba, merci beaucoup et à très bientôt. Merci.